On va débuter avec Eleonora, qui va vous présenter une didacticienne que j'apprécie particulièrement, qui est une très bonne amie, que je salue à distance. J'ai l'honneur de vous présenter Sonia Fleuret, qui est professeure ordinaire en didactique du français à la Haute École pédagogique du canton du Vaud, en Suisse. Elle contribue à la formation des futurs enseignants dans les filières primaires et secondaires. La didactique de la littérature de l'extrême contemporain et de la littérature de jeunesse, ainsi que les enjeux du numérique et du néolibéralisme en milieu scolaire, constituent ces champs de spécialisation prioritaires dans lesquels elle a publié plusieurs articles scientifiques et professionnels. Au-delà de ces orientations de recherche, elle s'intéresse plus généralement aux conditions qui favorisent la circulation des savoirs en formation initiale et continue. On l'écoutera aujourd'hui, une communication qui s'intitule « Reconfiguration du littéraire par le numérique, quelle potentialité didactique ?» Merci Sonia, on te laisse la parole. Merci Eleonora. Bonjour à tous et à toutes. Merci aux organisatrices et aux organisateurs de ce colloque. Merci de cette invitation. Donc, reconfiguration du littéraire par le numérique, quelle potentialité didactique? L'objectif de ma conférence, c'est de vous proposer des axes de réflexion pour penser certaines spécificités des œuvres littéraires numériques et leur didactisation. Et en fait, c'est cette transposition-là qui m'intéresse particulièrement. Alors, ma conférence va s'organiser en deux parties qui s'articulent. Tout d'abord, une réflexion autour de la notion d'éclatement, puisque c'était le thème du colloque, ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut dire de cet éclatement en littérature et s'agissant de la littérature numérique. Et puis, deuxième partie, ce qu'on peut problématiser comme enjeu didactique, ce que cet éclatement signifie pour la discipline scolaire, pour le corps enseignant, pour les élèves et pour les apprentissages des élèves. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'avais envie de placer cette conférence sous l'égide d'une citation de Nancy Mourzilli, qui est une critique littéraire qui travaille sur les conditions de transfert des connaissances acquises dans la fiction vers la réalité. Et Nancy Mourzilli dit ceci: « Le théoricien possède une responsabilité méthodologique d'ordre politique dans la reconnaissance des formes littéraires, car nos théorisations ont une vocation instrumentale, non neutres, dans le sens où elles doivent pouvoir nous fournir des concepts mobilisables en tant qu'instrument d'activation d'une œuvre capable de mettre au jour son potentiel de transformation. » Ce qui est intéressant et ce que je retiens de cette citation, c'est que les constructions théoriques, et c'est le point en fait de l'article de Mourzilli, ces constructions théoriques qu'on se donne, elles déplacent notre point de vue sur nos expériences et nos usages. Elles vont aussi des fois remettre en question nos schèmes de pensée pour mieux mettre en évidence d'autres modalités de pensée, d'autres modalités d'action et même des schèmes nouveaux. Et ce qui ressort de cette citation et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il n'y a pas de détermination a priori des objets. Les œuvres littéraires ne comportent pas en soi des effets. Et c'est aussi la manière dont on choisit de les aborder qui est déterminante et qui va contribuer à construire ces effets. Il y a donc une responsabilité du théoricien ou de la théoricienne. Et évidemment, vous le voyez, mes choix ne sont pas neutres, mes choix sont situés. Mon idée ici, c'est d'interroger l'éclatement dans la perspective de faire ressortir ce que Christophe Hanna, qui est un autre théoricien de la littérature de l'extrême contemporain, appelle le potentiel ouvert de fonctionnalité de l'œuvre littéraire numérique. Et j'aimerais interroger ce potentiel ouvert de fonctionnalité pour ce que ça signifie en termes de contexte scolaire. Alors tout d'abord, ma première partie qui s'intéresse à la notion d'éclatement des formes littéraires sous l'impact du numérique, j'ai choisi 4 points de repère dans la petite portion de l'histoire littéraire. J'ai une perspective qui est inscrite dans la théorie littéraire et non pas dans une perspective de praticien ou de praticienne. Donc l'idée, c'est vraiment de se donner des outils pour problématiser la notion d'éclatement et ses enjeux didactiques. Alors, le premier point de repère que j'ai choisi de mentionner ce matin, c'est celui du surréalisme, et notamment un article de Michel Murat qui montre que le surréalisme, selon lui, constitue un terrain intéressant pour observer le hiatus entre une poétique des genres post-romantique, donc relativement classique, et des pratiques d'écriture dont une des caractéristiques est d'expérimenter des formes et qui mène justement à une diversification, une hybridation générique, un usage ludique, dit-il aussi, des dénominations. Donc, premier point de repère où on a ce hiatus entre ce que la théorie nous donne comme outil et des formes littéraires qui sont diverses et variées. Mon deuxième point de repère, c'est celui des années 60-70, avec 2 citations, l'une de Maurice Blanchot, « Les genres se dispersent et les formes se perdent », et une autre citation de Roland Barthes, qui dit ceci: « Nous assistons à une subversion des genres. Aujourd'hui, c'est un éclatement, une dispersion,
le refus de toutes les contraintes à tous les niveaux et même celui de la syntaxe. Alors Blanchot et Barthes relèvent un même phénomène, celui de la création de nouveaux genres qui vont s'ajouter aux anciens genres, mais sans les exclure, ces anciens genres, qui vont aussi des fois fusionner avec des anciens genres, ce qui a pour effet de détourner certaines dénominations, de subvertir, disent-ils, les genres de l'intérieur, de les interroger, mais sans les récuser dans leurs principes même. Et ce qui est intéressant, je trouve, à ce moment historique, c'est que sur ce même phénomène, les jugements de Blanchot et de Barthes sont en antagonisme, puisque Blanchot y voit la fin de la littérature, tandis que Barthes y voit une, je le cite, polyphonie du texte qui révèle les limites des classements anciens. Donc une posture de Barthes beaucoup plus neutre que celle de Blanchot. Mon troisième point historique, c'est un travail de recension des genres littéraires au XXe siècle qui a été réalisé par la Banque de données d'histoire littéraire, la BDHL, dès 1985. Donc, en fait, c'est un travail de recension qui a considéré la notion de genre littéraire comme l'une des catégories sur lesquelles s'appuie notre histoire littéraire. Et en fait, ils ont recensé toutes les dénominations de genre qu'ils ont rencontrées sur les collections de livres ou sur les quatrièmes de couverture. Donc, ils sont arrivés à un total de 103 genres pour le XXe siècle. J'ai sélectionné 9 dénominations parmi les 103, les 9 qui m'ont peut-être le plus fait sourire, comme notamment la parapsychocomédie ou encore l'essai sur l'absurde. Et ce qu'on remarque en fait dans ce grand travail de recension, c'est qu'à côté de dénominations classiques telles que l'autobiographie, la chronique, le conte, le journal de voyage, le roman policier, on trouve des désignations nouvelles qui témoignent de cette hybridation des genres et de l'étroitesse de certaines catégories classiques. Alors, j'ai fait le même travail avec beaucoup moins d'ambition à partir du catalogue des œuvres littéraires numériques québécoises, Collin, qui offre aussi une entrée par genre. Et puis là, j'ai intitulé les genres du XXIe siècle. J'en ai compté 112. Là aussi, on trouve des genres classiques tels que l'autobiographie, l'autofiction, la poésie, le récit, le roman. On trouve des genres qui étaient considérés comme de la paralittérature il y a 25 ans et puis qui aujourd'hui ont acquis une place dans les études académiques, qui montrent bien aussi la dimension évolutive du champ. Je pense à la BD, au roman policier, à la science-fiction. Et puis on a toute une série de genres novateurs qui contiennent dans leur appellation même une composante numérique spécifique et même parfois une description exhaustive du contenu, comme dans Enquête policière transmédia qui inclut un jeu en réalité alternée et un long métrage alternatif. Comme s'il fallait dire ce qu'on va trouver dans ce genre, peut-être en raison aussi de la dimension très innovante du genre qui ne donne pas beaucoup d'outils pour imaginer un horizon d'attente. On remarque en fait cette hybridité entre des catégories anciennes qui restent signifiantes et des catégories nouvelles avec différents degrés d'hybridation. Et en fait, ce troisième point de repère historique, mon but, c'était de montrer que ces deux recensements confirment le sentiment d'une explosion des genres au cours du XXe et du début du XXIe siècle. Et puis, mon quatrième et dernier point de repère historique, c'est en fait un article publié par Jean-Marie Schaeffer en 2001. Dans cet article, Schaeffer thématise la notion d'éclatement dans l'histoire des genres et notamment dans l'histoire contemporaine des genres. Et il a fait là aussi un recensement des termes qui ont été utilisés par des critiques littéraires pour parler de la notion d'éclatement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que tous ces termes en fait, ont été utilisés dans la critique littéraire et ils ont été concomitants au phénomène littéraire décrit. Donc, ce sont vraiment des instantanés presque parallèles à l'émergence du phénomène littéraire. Et vous le voyez, à part les 3 derniers termes qui sont en blanc dans mon tableau, qui sont relativement neutres, les autres termes comportent tous une composante assez péjorative. Dérive, crise, dissolution, fatras, inclassable. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cet article de Schaeffer, et c'est pour ça que j'en parle ici ce matin, c'est qu'il dit que la question de l'éclatement des genres ne semble avoir de sens que si l'on accepte qu'il a existé un état antérieur où les genres possédaient une identité stable. Alors, pour le dire autrement, pour pouvoir parler d'éclatement, il est nécessaire de postuler que ce qui a précédé l'éclatement était un espace littéraire unifié, cohérent et circonscrit. Et en fait, Schaeffer remet en question la fiabilité, la véracité de cette notion d'éclatement. Et avec lui, on peut se demander si l'éclatement n'est pas le fait de tout champ littéraire contemporain à l'analyse ou à la synthèse qu'on tente d'opérer. Et alors, l'éclatement serait moins lié aux faits littéraires eux-mêmes qu'au moment historique où on les définit parce qu'ils sont en élaboration. Éclatement ou non, si j'accepte l'idée d'un éclatement des formes littéraires du numérique, est-ce que c'est, comme le pense Schaeffer, parce que j'assiste au développement des œuvres littéraires numériques en même temps que j'essaye de les théoriser, ou est-ce que parce qu'effectivement notre époque documente un enrichissement des formes? Je ne sais pas, ou
plutôt, je n'ai pas envie de me décider à ce stade-ci de la réflexion. En revanche, on pourrait se dire, en se rappelant du propos de Murzili, que notre responsabilité de théoriciens et de théoriciennes, c'est de construire des outils pour penser la didactisation des œuvres littéraires numériques, parce que ces œuvres-là, elles font partie des corpus actuels qui potentiellement entrent ou entreront dans les classes, au-delà de ce que l'histoire littéraire retiendra. Donc, j'ai eu envie de suspendre cette première question pour problématiser les enjeux de l'enseignement des œuvres littéraires numériques. Comment faire pour révéler leur potentiel ouvert de fonctionnalité en contexte scolaire? Alors, tout d'abord, j'ai eu envie de me replonger dans des œuvres littéraires numériques. C'est vrai que ce petit travail de recensement que j'ai fait sur le catalogue Collin m'a encouragé en tout cas à aller lire quelques œuvres. Et puis, j'en ai sélectionné 2 dont je vais vous parler brièvement maintenant pour vous montrer en fait à partir de quel type d'œuvre j'ai construit la suite de la réflexion. Donc, on arrive un peu aux objets de savoir et aux objets d'apprentissage. La première œuvre, en fait, ce sont les 2 premières œuvres que j'ai lues. Vraiment, je les ai trouvées de manière complètement aléatoire sur ce catalogue Collin et les 2 m'ont intéressée, donc c'est pour ça que je vous les montre ici. Cette première œuvre, elle s'appelle Particules. En fait, c'est une performance qui s'est déroulée en direct sur la plateforme Twitter le mardi 29 novembre 2022 à 14h. Et en fait, à l'occasion de cette performance, il y a des artistes de différents milieux et le public en général qui ont été invités à publier sur Twitter un court texte ou une image en lien avec le thème de l'événement pour produire, et ça ce sont les concepteurs et conceptrices de cette œuvre qui le disent, une création collective rhizomatique. Donc là, j'ai fait une capture d'image sur ce qui s'est passé à 14h25. Donc vous voyez sur la partie haute de la diapositive les textes qui ont été juxtaposés et puis sur la partie plus basse, les images qui ont été postées en fait à 14h25 dans le cadre de cette performance. La deuxième œuvre, il s'agit de Moto, qui est un livre interactif. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai filmé en fait sur mon téléphone intelligent. Alors voilà, Moto, c'est un livre interactif donc, qui est composé des milliers de vidéos que les lecteurs et les lectrices ont filmées et partagées dans le cadre de cette œuvre. Donc la condition pour pouvoir accéder à cette œuvre littéraire numérique, c'est d'activer sa caméra et d'accepter de filmer ce qu'il y a autour de soi. Alors non pas dans une perspective esthétisante, vraiment dans une perspective de documentation de là où on se trouve à un moment M. Les vidéos vont durer 2 secondes et elles vont être intégrées à la banque de vidéos qui sont récupérées et jouées tout au long de l'histoire. Voilà ces 2 œuvres. Ce que je retiens en fait de ces 2 exemples, c'est qu'on peut les lire à la lumière de la notion d'éclatement. Les 2 œuvres sont construites sur un double principe. Tout d'abord, un principe cumulatif. Dans cette première œuvre littéraire numérique qui a eu lieu sur Twitter, ça s'incarnait dans une forme rhizomatique, où on ajoute vraiment des éléments les uns aux autres. Dans la deuxième œuvre littéraire numérique, ce principe de cumulation, il s'incarne dans une juxtaposition des vidéos liées au hasard. Le deuxième principe qui me semble réunir ces 2 œuvres, et au-delà aussi certainement, c'est ce principe que j'ai nommé principe de reconfiguration du sens délégué au lecteur ou à la lectrice. Dans ces 2 œuvres, en fait, on demande un travail particulier de réception en fait, au lecteur ou à la lectrice, ou au spectateur, à la spectatrice, dans l'idée en fait, de reconstruire du sens, de reconfigurer du sens, ou en tout cas une partie du sens. La question que je me suis posée, en fait, après avoir expérimenté ces 2 œuvres littéraires numériques, c'était de me dire quel est le potentiel de fonctionnalité en contexte scolaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est une brève revue de littérature pour proposer une mise en perspective des éléments qui me semblent le plus adaptés aujourd'hui pour répondre à cette question. Dans cette revue de littérature, en fait, il y a des principes qui font consensus chez les chercheurs et les chercheuses, mais aussi, je dois dire, chez les enseignants et les enseignantes, parce qu'une grande partie de cette littérature scientifique, elle a été élaborée à la suite de projets collaboratifs qui ont vu des chercheurs, des chercheuses s'associer à des membres du corps enseignant. Donc, en fait, c'est un consensus assez large sur ces 3 principes que je vais énoncer maintenant. Le premier principe reconnaît en fait que l'écrit n'est plus le seul système langagier permettant de comprendre et de s'exprimer sur le monde. Donc, il y a évidemment un enjeu à maîtriser plusieurs codes sémiotiques et à les faire interagir, et donc à en faire des objets d'enseignement et d'apprentissage scolaire. Et là, j'ai pris vraiment une citation
tiré d'un article de Lemieux, Lasselle et Boutin, qui cite en fait aussi d'autres penseurs à la suite desquels ils s'inscrivent. Les tenants du paradigme de la multimodalité postulent que l'école du XXIe siècle doit s'affranchir de l'obligation d'offrir des situations d'apprentissage exclusivement circonscrites au seul contexte monomodal, soit à l'aide d'activités nécessitant la compréhension et la production des seuls textes écrits. Donc voilà pour le premier principe qui fait consensus. Le deuxième, c'est celui d'une description de plus en plus précise et de plus en plus fine des compétences en littératie médiatique et multimodale. Et là, je vous ai mis la référence de la dernière version du travail qui a été mené par Eleonora Achera et Nathalie Lasselle. Ce qui est intéressant, en fait, dans cette modélisation de compétences, c'est que certaines compétences concernent les genres numériques spécifiquement et d'autres compétences englobent, en fait, les genres numériques et les genres textuels non numériques. Donc, on avance aussi dans la description en fait, de ces compétences à enseigner aux élèves. Et puis, le troisième principe qui fait consensus, c'est l'association nécessaire entre les compétences et stratégies traditionnelles en lecture et en littérature et des stratégies spécifiques aux formes textuelles multimodales. Donc, une invitation forte en fait, à articuler ces œuvres littéraires numériques à des œuvres littéraires plus classiques. Un certain nombre d'articles inscrits en didactique de la littérature interrogent en fait les objets d'enseignement et d'apprentissage plus spécifiques par le prisme du caractère inédit du corpus. Enseigner à partir d'un corpus constitué d'œuvres littéraires numériques, est-ce que ça a une influence sur les objets d'enseignement, sur les pratiques d'enseignement, sur les dispositifs didactiques, sur les tâches dévolues aux élèves? Donc, pour le dire de manière plus synthétique, est-ce qu'un corpus inédit implique des objets d'apprentissage inédits? Alors évidemment, c'est difficile d'identifier un effet corpus indépendamment de toutes les autres influences qui peuvent perturber cette question, mais ce qu'on note tendanciellement, c'est une absence de révolution didactique et pédagogique, mais une forme de reconfiguration des objets, voire une reconfiguration de la discipline. Et je vais commenter à présent 3 types d'objets qui sont au centre d'un grand nombre de publications en didactique de la littérature, encore une fois pour essayer de générer du consensus autour des objets d'enseignement et d'apprentissage. Le premier groupe d'objets, c'est un groupe en fait, d'objets qui est en lien avec des notions littéraires classiques, telles que le statut du narrateur, la temporalité, le traitement du personnage, le récit. Et on voit en fait dans ces recherches la manière dont les chercheurs, les chercheuses et les enseignants et les enseignantes articulent en fait ces objets à une littérature dite classique. J'emprunte ces questions à Bouchardon sur la notion de récit. Il liste en fait toute une série de points que les enseignants et enseignantes peuvent explorer avec leurs élèves. Par exemple, qu'est-ce que ça signifie pour un récit qu'il soit construit avec des séquences d'ordre aléatoire? Qu'est-ce que ça signifie un récit co-construit par le lecteur ou la lectrice? Est-ce qu'on peut concilier la narrativité et l'interactivité? Donc, il y a toute une série de questions à côté des questions classiques qui sont spécifiquement liées au numérique. Un deuxième grand groupe d'objets, ce sont des objets en lien avec la notion de sujet-lecteur, donc des objets qui ont trait à la reconfiguration subjective du texte, au processus d'identification du lecteur ou de la lectrice. Les œuvres littéraires numériques, selon les auteurs et les autrices, invitent à évaluer en quoi les phénomènes d'identification sont favorisés ou non par le biais des codes sémiotiques engagés. Et troisième groupe d'objets, ce sont les objets en lien avec la définition de la littérature, puisque, en raison de leur forme littéraire spécifique, qui vont nécessiter de recourir à des cadres inédits pour les décrire, et je pense notamment aux 2 œuvres que j'ai brièvement présentées tout à l'heure, eh bien, les œuvres littéraires numériques interrogent les frontières de l'espace littéraire. Et ce qui est intéressant, c'est que cet espace de ce qu'est la littérature, il est interrogé tant par les élèves que par les enseignants et les enseignantes, et aussi par les chercheurs et les chercheurs. Donc, ce premier état des lieux sur les objets d'enseignement et d'apprentissage suggère qu'une attention à des questions littéraires fondamentales peut simultanément révéler des spécificités propres aux œuvres littéraires numériques et ouvrir vers des dimensions inédites et encore donner une intensité peut-être inédite à certains questionnements. Or, ce qui m'a intéressée à ce stade de la réflexion, c'était de comprendre pourquoi les œuvres littéraires numériques ne sont que peu traitées dans les pratiques dites ordinaires, au-delà d'une collaboration avec des équipes de recherche. Parce que ça, c'est un point qui m'a intéressée de me dire, mais en fait, la majorité des articles scientifiques que j'ai lus, en fait, thématisaient les résultats de projets collaboratifs qui avaient été très souvent menés par des équipes de recherche. Et je me suis dit, en fait, il se passe quoi chez les enseignants et les enseignantes qui ne sont pas impliqués dans ces projets de recherche?
Et je me suis rappelé que lors d'un projet que j'avais mené avec Sylvie Jeanneret et Violetta Mitrovic autour de la littérature numérique, il s'était terminé en 2020, aucun des 4 enseignants et enseignantes avec lesquels j'avais travaillé n'a mobilisé à nouveau des corpus d'œuvres littéraires numériques dans ses classes, alors même qu'ils avaient trouvé ça très intéressant. Donc en fait, c'est cette question-là qui m'intéresse maintenant, c'est de me demander avec vous, en fait, à quelles conditions les œuvres littéraires numériques peuvent devenir des objets d'enseignement et d'apprentissage. Puisqu'il semble y avoir un consensus autour des objets qu'on peut travailler, autour des objets qu'on peut enseigner et apprendre. Peut-être que j'ai envie de me demander maintenant pourquoi ces œuvres ont de la peine à franchir certains seuils de classe. Ce n'est pas le cas de toutes les classes, mais certaines classes n'ont que rarement, voire jamais travaillé ces œuvres-là. Et j'aimerais me demander quelles sont les conditions qui favoriseraient l'entrée concrète de ces objets-là dans le contexte scolaire. Et j'ai défini en fait 3 conditions. De nouveau, je les emprunte en fait à tous les auteurs et les autrices que j'ai lus dans le cadre de cette conférence. La première condition, c'est celle d'une faisabilité pratique. Alors, on le sait, les enseignants et les enseignantes sont contraints par des plans d'études, des exigences en termes d'évaluation, une culture d'établissement aussi parfois qui peut être plus ou moins ouverte à faire entrer de nouveaux corpus dans les classes. Et on observe en fait dans la littérature des appels à faire évoluer les plans d'études et voire même la structure du système scolaire qui est organisé en discipline. Mais on sait que ce genre d'évolution, ce genre de changement est très lent. La question que j'ai envie de me poser, c'est est-ce qu'il est plus efficient de faire évoluer les contenus qui sont associés aux disciplines? Je prends un exemple. Dans le canton de Vaud, dans la filière du baccalauréat, on a ce syntagme-là dans le plan d'études. Un des objets d'enseignement et d'apprentissage, c'est lire des œuvres phares au sens où le débat intellectuel, la réflexion critique et la création littéraire ne cessent de s'y référer. Vous avouerez que c'est une formulation assez ouverte, assez large. La question qu'on peut se poser, c'est comment accompagner le corps enseignant pour l'amener à définir qu'une œuvre phare peut être une œuvre littéraire numérique et qu'une œuvre littéraire numérique peut être articulée avec des textes littéraires classiques. Il me semble que les enjeux du débat autour de la littérature numérique se posent différemment en termes de discipline académique et de discipline scolaire. Parce que s'il y a un enjeu évident à autonomiser la littérature numérique en termes de discipline, il y a peut-être un enjeu didactique à rattacher explicitement les œuvres littéraires numériques à la littérature comme discipline scolaire. Et ce faisant, on donnerait peut-être l'opportunité et la légitimité au corps enseignant de faire entrer les œuvres littéraires numériques dans leur programme en travaillant les objets d'apprentissage qui répondent aux prescriptions et aux objectifs d'enseignement. Et ça éviterait peut-être de faire des œuvres littéraires numériques, des œuvres qu'on lit lors de la semaine précédant les vacances de fin d'année ou encore juste pour le plaisir, en les sortant complètement d'une démarche d'enseignement et d'apprentissage. Cette interrogation sur l'évolution des contenus des disciplines scolaires, il me semble qu'elle est nourrie aussi par une interrogation réciproque qui concerne l'évolution des contenus de la didactique de notre discipline. Et là, j'emprunte une citation en fait, qui émane d'un projet qui traite de littératie plutôt que de littérature numérique, mais il me semble qu'il y avait des enjeux qui étaient décrits qui étaient tout à fait transposables. Les chercheurs disent ceci: nous proposons de mettre de l'avant l'idée que la didactique du français doit s'ouvrir à de nouveaux objets d'enseignement-apprentissage issus des nouvelles pratiques littératiques en contexte numérique, afin de tenir compte tant des évolutions socio-technologiques de notre époque que d'une épistémologie du savoir qui appelle à repenser les espaces et moyens de communication et d'apprentissage. Pour favoriser la création ou la conservation d'une place pour les œuvres littéraires numériques en contexte scolaire, il est nécessaire que la didactique du français s'en empare, en se disant que cette littérature numérique fait partie de ces objets d'études, parce que c'est important pour faire circuler les savoirs en formation initiale et en formation continue des enseignants et des enseignantes. Donc voilà ma première condition, une dimension pragmatique. La deuxième condition, c'est celle qui pointe en fait les enjeux de la mimésis inhérents aux œuvres littéraires numériques. Donc, autrement dit, la capacité de cette littérature numérique à représenter notre réel contemporain, une capacité à produire une réflexion critique sur le monde. Alors, si on accepte l'hypothèse, et j'ai besoin que vous acceptiez cette hypothèse pour ma petite démonstration, si on accepte l'hypothèse qu'une partie de la littérature vise à représenter le réel et que ce réel est en mutation constante, eh bien, cette littérature va tendre vers l'adoption de formes et de genres qui évoluent et qui permettent de se situer par rapport aux enjeux littéraires, esthétiques, sociopolitiques de notre temps.
Donc, comment procède cette littérature pour mieux représenter un présent qui est en constante évolution? Eh bien, une des stratégies, c'est celle qui est décrite par Jean-Charles Macérat, qui est un écrivain contemporain qui produit des œuvres. Alors, lui, il ne les appelle pas numériques ni multimodales. Selon la définition qu'on donne, on pourrait tout à fait se dire que c'est un auteur du numérique aussi. Lui, la stratégie en fait qu'il décrit, c'est une stratégie d'une littérature qui va capter les caractéristiques des discours dominants dans le discours social, économique, politique qui nous entoure, pour les détourner et les réinvestir dans une création littéraire. Et ce mouvement, il l'appelle un mouvement d'endogénéisation des codes. Donc ce mouvement d'endogénéisation, on le retrouve notamment dans une œuvre numérique de Christophe Bruno, qui date de 2002, qui a acheté des mots-clés sur le service de Google AdWords, donc le service publicitaire de Google, non pas pour y placer des annonces publicitaires, mais pour y écrire de petits poèmes. Donc avant qu'il soit, disons, repéré par l'algorithme de Google et qu'il soit censuré. Donc il a monté ce projet, cette œuvre numérique comme il l'appelle, pour sensibiliser au capitalisme sémantique généralisé. Donc chaque mot dans chaque langue possède un prix qui va fluctuer selon les lois du marché. Et au moment où il a fait son œuvre, Freud était moins cher que Jésus et Jésus était moins cher que Picasso, juste pour vous donner une idée un peu du monde dans lequel on se situe. Alors évidemment, l'œuvre littéraire numérique, ce n'est pas la seule œuvre qui peut thématiser le réel contemporain technologique. On pense à cette nouvelle de Damasio, les haut-parleurs, où là aussi les mots de vocabulaire courants sont monétarisés. Mais il me semble que les œuvres littéraires numériques, elles présentent cette capacité à nous confronter à nos modes d'information et de communication en recourant à un langage devenu prépondérant aujourd'hui et en le détournant pour créer les conditions d'une réflexion critique. La troisième condition qui me semble importante peut-être à poser, ou en tout cas à discuter avec vous pour faire entrer les œuvres littéraires numériques dans les classes et en faire des objets d'enseignement et d'apprentissage, c'est cette condition qui dirait qu'il s'agit de produire une résonance et une transformation de soi. Alors, c'est une expression que j'emprunte à Hartmut Rosa, qui est un philosophe allemand qui se place à la suite de l'école de Francfort. Et vous connaissez peut-être Hartmut Rosa pour ses travaux sur la temporalité. Alors, je vous résume en 2 mots, en fait, son point sur la temporalité. J'en ai besoin pour la question de la résonance. Rosa montre qu'au début du XXIe siècle, on vit une accélération inédite, une accélération technique dans les transports, dans les communications, etc., et une accélération du rythme de vie, c'est-à-dire que nos journées sont caractérisées par une superposition ou une succession d'activités très brèves et beaucoup plus nombreuses que 50 ans auparavant. Dans ce contexte, Rosa va classer les expériences qu'on peut vivre en tant qu'individu en 2 catégories. Il y a tout d'abord les expériences qui ne provoquent pas de conséquences durables et il les appelle Erlebnissen en empruntant la terminologie de Walter Benjamin. Et deuxième catégorie, ce sont les expériences qui vont laisser une trace en nous, les expériences qui vont être constitutives de notre identité, notre histoire, et celles qui vont nous transformer. Et Rosa les dénomme en fait Erfahrungen. Donc, dans l'accélération qui est la nôtre aujourd'hui, il y aurait une tendance, selon Rosa, à ne vivre majoritairement que des expériences sans conséquences. Et Rosa se demande dans son dernier essai, qui est celui où il parle de la question de la résonance, Rosa se demande comment l'école peut devenir le lieu pourvoyeur d'expériences de type Erfahrungen, c'est-à-dire d'expériences qui vont laisser une trace chez les élèves, qui vont être constitutives de leur identité. Et en fait, dans cet ouvrage qui a été publié en 2023, donc qui est tout récent, Rosa fait une distinction entre compétence et résonance. Alors, je vous lis le début de la citation, puis la fin, je la projetterai parce qu'elle est importante. Compétence et résonance sont 2 choses bien distinctes. La compétence signifie la maîtrise assurée d'une technique, le fait de pouvoir disposer à tout moment de quelque chose que je me suis approprié comme un acquis. En revanche, la résonance désigne l'entrée en relation progressive avec un objet. Elle contient un moment d'ouverture où l'on ne dispose pas de l'objet, ce qui la distingue de la compétence. Une compétence est une appropriation. La résonance suppose une emmétamorphose du monde. Je m'y transforme moi-même. La troisième condition que j'ai eu envie de poser ce matin, c'est peut-être de faire de l'enseignement avec les œuvres littéraires numériques un enseignement qui crée de la résonance et de la transformation chez l'élève lecteur ou l'élève lectrice. J'en arrive à ma conclusion. Je suis revenue en fait à un projet didactique qui a été mené par l'équipe québécoise qu'on connaît bien. C'est un projet qui a été mené dans une classe du secondaire qui s'appelle Les Mondes de demain. Vous pouvez aller avec la petite adresse, aller voir les réalisations des élèves. Là, je vous ai simplement mis une image fixe. C'était un projet qui invitait les élèves à imaginer le monde dans 1000 ans
à la suite d'un bouleversement planétaire majeur. Ce bouleversement pouvait être positif ou négatif. Les élèves ont créé un univers futuriste sous la forme d'un monde immersif à l'aide d'un logiciel de création de réalité virtuelle. Donc, en fait, les élèves ont rédigé un récit d'anticipation, ils ont conceptualisé et créé les dimensions visuelles et sonores de leur univers, et puis ils ont assemblé ces dimensions entre elles, et puis ça nous donne vraiment l'impression d'être plongés dans ce monde du futur. Il me semble que ce type de projet réunit une attention forte aux objets d'enseignement et d'apprentissage et une attention forte aux conditions favorables à une généralisation possible de cet enseignement-là en contexte scolaire. Je repasse maintenant par les points que j'ai évoqués tout à l'heure. S'agissant des objets d'enseignement, on peut travailler la notion de récit. Comment les différents codes sémiotiques participent de la mise en récit. Qu'est-ce que signifie cette notion de circularité dans un récit? Puisque si vous avez la curiosité d'aller voir ces réalisations, vous verrez qu'il y a un côté circulaire en fait dans ces récits. Quand on arrive à la fin, ça recommence au début. L'objet qui est en lien avec le sujet lecteur. En fait, est-ce que l'ambiance sonore et les images favorisent l'immersion du sujet lecteur ou est-ce qu'au contraire, ça va me distraire? Troisième groupe d'objets, c'était ceux qui interrogent la définition de la littérature, mais est-ce que c'est encore de la littérature? Et peut-être que c'est une question qui est importante à se poser dans le cadre scolaire également. En termes de conditions, si je reviens à la faisabilité pratique, il me semble que dans ce type de projet, il y a un élargissement des contenus qui sont traités dans le libellé de certains objets d'apprentissage. On peut traiter évidemment du récit. On pourrait imaginer aussi traiter du texte argumentatif où on demanderait aux élèves de légitimer les choix qu'ils ont opérés, les choix de texte, les choix de musique, d'image. On pourrait même imaginer évaluer ce texte argumentatif en lien avec l'œuvre littéraire numérique pour revenir de nouveau à des conditions importantes pour le contexte scolaire. La deuxième condition, celle de la mimésis, évidemment, je ne commente pas plus avant cette représentation utopique ou dystopique de notre réel. Vous verrez qu'elles sont plutôt dystopiques, les représentations. Et puis la troisième condition, est-ce qu'au-delà des compétences acquises par les élèves, il y a eu résonance chez eux? Et là, je reste suspendue sur cette question. Parce que la résonance, selon Rosa, elle suppose qu'on se transforme soi-même au contact du réel. Mais évidemment, la résonance, c'est un pari. On ne peut pas décréter une résonance, ni chez les élèves, ni chez soi-même d'ailleurs. Donc, chez Rosa, ce qui favorise la résonance, les expériences qui créent une résonance, c'est ce qui est contenu dans cette citation « Je veux faire parler des fragments de monde ». Et on peut le comprendre comme révéler un sens qui est a priori invisible ou faire récit avec des éléments a priori illisibles. Et je me suis demandé si cette résonance pouvait être favorisée par les œuvres littéraires numériques aux formes éclatées qui invitent à en reconfigurer le sens. Et il me semble qu'il y a une homologie entre l'éclatement de la littérature numérique et l'éclatement de notre réel, ou du moins la perception éclatée qu'on peut avoir de notre réel. Alors, est-ce qu'il est particulièrement illisible en raison de l'accélération dont parle Rosa, ou est-ce qu'il est juste comme toute période de présent qui advient au moment où on essaye de l'interpréter et donc qui semble nous échapper? Encore une fois, je ne me prononce pas, mais en tout cas, notre réel nous place face à une remise en question, voire à une destruction de nos anciens repères et à une urgence à en reconstruire de nouveaux repères. Donc, je prends un seul exemple, la distinction entre fiction et réel, qui est un des objets d'enseignement et d'apprentissage traditionnellement liés au genre de texte, avec des genres qui sont inscrits dans le réel et des genres qui sont inscrits dans la fictionnalité. Avec les technologies du numérique, qui créent de fausses images qui semblent vraies, qui composent des textes dont on peinera bientôt à déterminer si l'auteur ou l'autrice est humain ou robotique, on risque de devoir revisiter les connaissances que nous avons relatives au réel et relatives au fictionnel. Donc, si on accepte l'homologie entre le réel et la littérature numérique, on pourrait faire le pari que reconfigurer le sens, faire récit avec des fragments d'une œuvre littéraire numérique aux formes éclatées, travailler à partir de corpus d'œuvres littéraires numériques dans les perspectives esquissées, eh bien, tout ça participerait d'un mouvement didactique et citoyen essentiel. Je vous remercie beaucoup de votre attention.